Le père d'une jeune étudiante de 19 ans a réussi à mettre en place une secte sur le campus universitaire de sa fille. Cette histoire aura duré plus de 10 ans jusqu'à ce qu'un journal décide de publier un article suffisamment troublant pour que le FBI se penche sur le cas. Alors que sa fille commençait l'université, Larry Ray est sorti de prison et s'est installé dans le dortoir de sa fille. C'est à ce moment qu'il a commencé à mettre en place ses pions. Dans cette vidéo, je vous raconte tout sur cette histoire, sur comment des étudiants ont été endoctrinés et surtout comment le tout a été révélé au grand jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo trouble. Pour cette histoire, je me suis beaucoup informée à partir de deux sources importantes, l'article qui a permis de dévoiler cette histoire et le documentaire Stolen Youth Inside the Cult at Sarah Lawrence. C'est sur Disney+. Et gros trigger warning pour cette vidéo. Et justement, il est possible que je doive biper des mots. Je sais que ça dérange un peu, mais j'ai pas le choix parce que YouTube est un peu sur mon cas en ce moment et démonétise certaines de mes vidéos. J'ai même une vidéo qui a carrément été supprimée de ma chaîne. Je vais donc publier ici une version complète, mais un peu plus censurée que celle sur mon Patreon. Et si vous voulez avoir accès à tous les détails, tous les extraits vidéo, eh bien, vous allez pouvoir le faire au travers de mon Patreon. Et c'est justement grâce à ces abonnements sur Patreon que je peux me permettre de faire du contenu non censuré et beaucoup plus détaillé. Sur ce, bref, on commence la vidéo. On commence l'histoire sur le campus de Sarah Lawrence en 2009. Une jeune femme du nom de Talia Ray commence ses études. Elle est un peu plus âgée que les autres étudiants sur place et pendant sa première année, elle s'est liée d'amitié avec un groupe d'amis comme pas mal tout le monde à l'université. Elle leur raconte l'histoire de son père, comme quoi il a été envoyé en prison après avoir essayé de la sauver, elle et sa plus jeune sœur, des comportements violents et abusifs de leur mère. Pourquoi il était en prison? Dans ce cas, c'est à cause d'une corruption gouvernementale. Il se ferait taire par des hommes puissants dans le gouvernement, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Talia parlait souvent de son père comme étant son héros, comme étant un homme exceptionnel. Et au début de la deuxième année de ses études, alors que le groupe d'amis avait décidé de vivre ensemble en colocation, Talia leur annonce que son père vient tout juste de sortir de prison et qu'il aurait besoin d'un endroit où vivre. Comprenant à quel point son père était important pour elle et en plus comprenant qu'il sortait d'une situation difficile, ils vont tous accepter sans vraiment se poser de questions qu'ils viennent vivre avec eux dans leur dortoir. Ils se disaient que de toute façon ça allait être temporaire, puis Larry avait prévu de rester là 4 jours semaine et les 3 autres jours, il allait aller chez un ami. Dès son arrivée, tout s'est bien passé. Pour la première fois, il y avait quelqu'un de responsable qui vivait avec eux puis qui s'occupait de leur dortoir. Larry aidait à la cuisine, à préparer des bons soupers gastronomiques, il nettoyait l'appartement, il passait tout son temps à raconter toutes sortes d'histoires sur son passé quand il était dans l'armée, dans les Marines, ou quand il était agent gouvernemental à la CIA. Fait qu'il était super intéressant, il y avait tout plein d'histoires et c'était un bon ajout au dortoir, il était divertissant. Une des colocs raconte « Il faisait tout le ménage pour nous et assumait vraiment le rôle de père dans la maison. » Fait qu'on voit un peu c'est quoi l'ambiance dans laquelle tout le monde était. Malgré que ces histoires pouvaient avoir l'air des fois un peu trop impressionnantes, il y avait toujours des photos à l'appui. Il y avait des photos aux côtés de gens du gouvernement, de chefs de police, de militaires, etc. Il n'y avait pas vraiment de raison de douter sur ce qu'ils disaient. Et là, ça peut avoir l'air étrange qu'un homme dans la cinquantaine vive dans un dortoir au milieu de 8-9 colocs. Parce que oui, il était neuf, c'était vraiment un gros dortoir, mais en même temps, c'est des jeunes qui arrivent à l'université, qui veulent vivre des expériences, ils sont souvent sur le party, ils prennent des substances illicites, ils passent leur journée à l'école, puis ils vivent déjà en gros groupe, alors une personne de plus, c'est comme s'ils s'en rendaient pas vraiment compte. Un des colocs dit de cette époque: « Je ne pense pas que quiconque se soit vraiment posé des questions parce que c'était une partie si importante de la vie de Talia. » En plus, comme je vous disais, il savait capter l'attention. Souvent, il se mettait à parler avec une des personnes du dortoir sur un sujet philosophique ou existentiel et ça intriguait les autres et ça finissait qu'ils passaient des heures ou toute la soirée à raconter des histoires ou à avoir des discussions vraiment profondes. Mais là, avant de continuer, je veux vous mettre un peu plus en contexte sur les personnes qui vont faire partie de cette histoire. Il s'agit principalement des colocs du dortoir, fait qu'il y a évidemment Talia, comme je vous disais, qui est la fille de Larry. Il y a aussi Larry. Une autre personne assez importante dans l'histoire, c'est Isabella, qui est la meilleure amie de Talia. On a aussi Santos, qui va devenir le copain de Talia. Claudia, qui est une amie du groupe.
Il y a aussi Danielle qui vivait là et qui était en couple avec Raven, qui, elle, ne vivait pas là, mais était souvent avec eux. Et les 3 autres colocs, qui sont Gab, Max et Juliana, sont aussi des colocs, mais heureusement, ils ne se feront pas embarquer dans toute cette histoire-là, fait qu'on va moins parler d'eux. Là, je sais que ça fait beaucoup de monde, mais inquiétez-vous pas, vous allez être capable de suivre. La moyenne d'âge des gens de ce dortoir était environ 19 ans. Et tu sais, ils sont un peu dans un style artistique, introverti, à la recherche de sens. Puis c'était un peu ce genre d'étudiants que l'université recherchait, les marginaux, les nerds, les artistes. Le slogan de l'école à cette époque, c'était « Vous êtes différents, nous aussi ». Le dortoir qu'ils avaient choisi, c'était le bloc le plus éloigné et isolé sur le campus. Il y avait donc pas vraiment de sécurité qui venait les surveiller. Personne n'était conscient que le père d'une des élèves vivait sur place. Dans sa façon de parler, Larry était très charismatique et savait comment parler à ses jeunes. Il leur faisait voir la vie sous un autre angle. Il était aussi une figure rassurante qui avait passé au travers de plusieurs épreuves et qui dégageait vraiment la confiance. Peu de temps après l'arrivée de Larry, Isabella, la meilleure amie de Talia, s'est séparée de son copain et vivait une passe un peu plus difficile. Et là, après plusieurs échanges avec Larry, alors qu'elle se sentait perdue, elle y a trouvé du réconfort. Elle dit « J'avais 19 ans, j'avais beaucoup de mal à comprendre les choses et je n'étais pas dans un bon état d'esprit. Il a commencé à m'aider à comprendre et à donner un sens à beaucoup de choses que je n'arrivais pas à comprendre. » Il faut se remettre en perspective, Isabella vient du Texas et a déménagé dans un autre État à plus de 2500 km de distance. Elle connaissait personne d'autre que son groupe d'amis, puis sa meilleure amie, c'est la fille de Larry. Fait que c'est sûr qu'elle lui fait facilement confiance. Un jour, le copain de Talia, à cette époque, se souvient avoir vu Larry et Isabella couchés dans le lit de Talia. Larry lui flattait les cheveux et disait « Personne ne fera de mal à ma petite fille ». Il trouvait ça étrange, mais en même temps, Larry trouvait toujours une façon d'expliquer et de justifier son comportement. Très rapidement, il s'est même mis à dormir dans la même chambre qu'Isabella. Il dormait sur le sol et justifiait le tout en disant qu'Isabella avait vraiment besoin de quelqu'un en ce moment pour l'aider à travers ces moments difficiles. À peine 4 mois plus tard, c'était les vacances de Noël et là, normalement, tout le monde rentre chez soi, va voir sa famille et tout. Mais cette fois-ci, Larry a appelé la famille d'Isabella pendant qu'il était avec elle et a parlé à sa mère. Il lui a dit que cette année, Isabella ne rentrera pas chez elle parce qu'elle va pas bien, qu'elle s'est rappelée avoir été agressée lorsqu'elle était enfant par un ami de la famille et qu'elle n'est pas dans un bon état d'esprit. Larry continue en lui disant que si Isabella rentre chez elle, elle risque d'en finir avec sa vie. Et là, il dit ça à la mère d'Isabella avec une intention bienveillante du genre « Je suis le père d'une des amies d'Isabella, voici ce qui se passe, je veux vous prévenir, inquiétez-vous pas, elle va passer Noël avec moi et ma fille, etc. » Fait que, tu sais, pour des parents, ça peut avoir l'air rassurant. Bon, c'est sûr que la nouvelle comme quoi elle avait été abusée, c'était une histoire qu'il n'avait jamais entendue, c'était vraiment un choc. Mais en même temps, c'est ça, il était rassuré qu'elle était accompagnée d'un adulte responsable qui allait s'occuper d'elle. Isabella est donc pas rentrée pour les vacances de Noël et est restée avec Larry, Talia et le copain de Talia dans le petit appartement que Larry empruntait à son ami à New York. Mais là, comme l'appartement avait seulement une chambre, Talia et son copain dormaient dans le salon alors qu'Isabella et Larry dormaient dans la chambre. Cet appartement-là, c'est le même appartement que je vous parlais un peu plus tôt quand je vous disais qu'il passait 4 jours sur le campus et 3 jours chez un ami. C'était, dans le fond, son ami qui lui prêtait son appartement. Et cet appartement-là va être très important tout au long de l'histoire. Là, je vais souvent y faire référence. Le copain de Talia commente sur cette période en disant « Il contrôlait tous les aspects de notre vie une fois que nous étions dans l'appartement, quand nous mangions, ce que nous faisions et quand nous allions au lit. » On voit qu'il était déjà là très contrôlant. Et justement, ce copain-là, il va décider de se séparer de Talia le jour où son père lui a demandé d'arrêter de prendre sa médication antipsychotique. Et là, juste pour préciser, elle sort pas encore avec Santos, que je vous ai parlé un peu plus tôt, elle était avec un autre gars qu'on connaît pas son nom et qui sera plus dans l'histoire à partir de maintenant. Mais bref, tout ça pour dire que cette personne-là a vu des drapeaux rouges, des red flags et a décidé de partir au bon moment. Après les vacances de Noël, Larry est retourné vivre dans le dortoir avec tout le groupe. Un soir, il a rassemblé tout le monde pour faire une genre de conférence sur la philosophie
Q4P. C'est une philosophie qui dit que l'univers est alimenté par la quête du potentiel. Ils prétendaient pouvoir démêler la confusion dans leur tête et pouvoir leur donner la clarté nécessaire pour atteindre leur plein potentiel. Ils disaient pouvoir les aider à identifier, articuler et traiter les souvenirs refoulés, les traumas, les abus, et que s'ils suivaient ce processus, ils seraient guéris. Encore là, on peut facilement juger de l'extérieur, mais il faut se rappeler que ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils cohabitaient ensemble, que tout se passait bien, que leur qualité de vie s'était même améliorée. Isabella allait mieux depuis qu'elle faisait des séances 1 à 1 de style coaching de vie, donc automatiquement, il y avait une ouverture d'esprit quand il leur a présenté ça. Justement, suivant cette présentation, Claudia est vraiment devenue intriguée par cette philosophie et s'est mise, elle aussi, à avoir des sessions de consultation avec Larry. Au début, à l'arrivée de Larry, elle était un peu méfiante et un peu troublée par sa présence, mais à partir du moment qu'elle s'est mise à avoir des rencontres avec lui, sa vision a complètement changé. Après un certain nombre de rencontres, Claudia s'est mise à dire dans certaines conversations qu'elle était schizophrène et ses amis comprenaient pas trop d'où ça sortait parce qu'ils la connaissaient depuis un moment là, et elle avait jamais parlé de ça. Et c'était en fait Larry qui l'avait diagnostiqué malgré qu'il n'y a aucune compétence en psychologie. Daniel, l'un des colocs, dit de cette époque: Claudia avait certainement des problèmes complexes, elle avait de vrais problèmes, c'était des choses pour lesquelles un thérapeute serait vraiment la bonne personne vers qui se tourner, mais Larry prétendait avoir un niveau surhumain d'empathie ou de capacité à parler aux jeunes et à les aider à résoudre leurs problèmes. Et Daniel, qui, comme Claudia, était pas impressionné par Larry, va malheureusement lui aussi succomber à sa manipulation. C'est vers la fin de l'année qu'il s'est mis à se sentir un peu perdu. Sa relation de couple avec Raven allait mal et il stressait parce qu'il n'y avait pas d'endroit où vivre pour l'été. Et c'est à ce moment-là que Claudia et Santos lui ont recommandé de parler avec Larry. Il les avait déjà beaucoup aidés dans les derniers mois et il était convaincu qu'il pourrait faire pareil avec lui. Daniel l'a donc contacté et ils se sont rencontrés dans un café pour parler. Puis après une longue discussion qui a duré plusieurs heures, Daniel est sorti avec un regard positif sur Larry. Il dit « J'étais sans repère et soudain, ce vrai homme est entré dans ma vie. C'était un sentiment incroyable de validation intense d'être enfin vu et entendu. » En sortant de cette discussion, il avait compris que c'était mieux pour lui de mettre fin à sa relation. Et à la sortie du café, Claudia, Santos, Isabella et Talia l'attendaient, lui et Larry, pour partir tous ensemble à l'appartement de Larry. Arrivé sur place, Larry a proposé à Daniel de passer l'été chez lui, puisqu'il n'y avait pas d'endroit où vivre et ne savait pas trop par où commencer pour se chercher un appartement seulement pour l'été. Donc, Daniel a accepté et en rétroaction, il dit « Je voulais pas rentrer chez moi et c'était mon alternative. Si je suis entrée dans une secte, c'est en partie parce que je n'avais aucune idée de la façon dont on peut trouver un logement à New York. » On voit clairement le pattern. Dès que les personnes se sentent égarées ou déstabilisées, c'est là que Larry faisait bonne impression et réussissait à les agripper. Comme il y avait des remises en question ou des relations difficiles avec leur famille, c'était plus facile pour lui de les isoler. Raven, l'ex-copine de Daniel, se rappelle: au début, tout le monde pensait qu'il était un peu bizarre et puis, un par un, il les mettait à l'écart, avait ses conversations et soudain, il se disait « Ah, il est pas si mauvais que ça. En fait, il est plutôt génial. En fait, il me sauve la vie. En fait, il est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et en fait, je vais toujours l'écouter. En fait, va te faire foutre, je t'écouterai jamais si tu dis du mal de lui. » Et c'est arrivé brutalement et ça m'a choquée. Et là, si vous vous demandiez comment ça, il pouvait vivre sur le campus aussi longtemps, en fait, il n'y avait pas le droit. C'est juste que ça n'a jamais été investigué ou pris au sérieux par l'école, on dirait. En tout cas, par exemple, la mère de Claudia avait déjà contacté l'école et lorsqu'elle a rencontré le doyen, il lui a dit justement qu'il avait reçu des commentaires d'autres personnes concernant Larry, mais qu'il ne pouvait rien faire parce qu'un père a le droit de visiter sa fille sur le campus. Mais là, on parle pas de visite, mais littéralement de vivre sur le campus. J'ai un peu l'impression que l'école s'est fermé les yeux là-dessus. Et quand toute cette histoire-là est sortie au grand jour, l'école a répondu aux journalistes dans l'enquête des années plus tard en disant qu'il n'y avait aucune information comme quoi Larry vivait sur le campus à cette époque. Pendant l'été, Daniel, Talia, Claudia, Isabella et Santos vont tous vivre à l'appartement à New York de l'ami de Larry avec Larry.
C'était un appartement qui avait seulement une chambre, alors Santos et Daniel dormaient dans le salon sur des matelas gonflables et Larry, Talia et Isabella dormaient dans la chambre. Encore là, tout ça peut avoir l'air étrange, mais Talia vivait avec son père puisqu'elle était encore aux études. Santos, lui, avait la chance de passer l'été avec sa nouvelle copine et Daniel avait pas à se trouver un appartement. Claudia, elle, vivait dans un appartement pas très loin, donc elle venait souvent les visiter. Et ça leur permettait de passer l'été tous ensemble. T'sais, ils venaient de passer une super belle année ensemble. Ils étaient satisfaits de l'aide de Larry pour leurs problèmes. Et ils avaient réellement vu une amélioration. Fait que ça leur permettait d'être tous ensemble pour l'été. Donc, pourquoi pas? Avec la philosophie de Larry, chacun d'entre eux cherchait à se dépasser et à s'améliorer comme personne. À ce point-ci, c'était juste du positif. Et comme Larry était un ancien Marine, il a commencé à instaurer une routine stricte pour leur apprendre la discipline. Fait qu'un cadran à 7 h le matin, des entraînements de dizaines, voire de centaines de push-ups à un certain point. Et au final, ça leur plaisait parce qu'ils sentaient qu'ils se dépassaient, qu'ils s'accomplissaient, qu'ils se mettaient en forme, qu'ils avaient une bonne hygiène de vie. Donc tout l'été, c'est super bien déroulé. Ils sortaient aussi dans des gros restaurants, puis Larry leur offrait des cadeaux dispendieux. Il avait l'air de faire beaucoup d'argent, peut-être avec un nouvel emploi, là, je sais pas trop. Mais vraiment, tout semblait bien se passer. Et là, un soir pendant l'été, Isabella est venue rejoindre Daniel alors qu'il était sur le divan. Et là, elle s'est mise à l'embrasser spontanément. Puis ce soir-là, ils ont couché ensemble. Et c'était un peu hors caractère pour Isabella. Puis là, Daniel pensait qu'elle avait peut-être un intérêt pour lui, mais son instinct lui disait qu'il se passait autre chose. Daniel dit « Vous savez, il y a une partie de moi qui se dit « C'est cool que quelqu'un me fasse un acte sexuel au hasard, je suppose, mais c'était tellement difficile de ne pas avoir l'impression qu'elle avait été envoyée. » Peu de temps après, j'ai été explicitement inscrit à ce cours d'éducation sexuelle. Larry était mon professeur et Isabella était son assistante. Larry disait que ça faisait partie de leur cheminement vers la vérité. Il leur enseignait comment se toucher et leur disait que c'était important d'avoir du sexe en écoutant des chants grégoriens du 13e siècle. Daniel ajoute « Cela s'est transformé en une relation sexuelle entre lui et Isabella, entre moi et elle, entre nous trois. Mais c'est là que mon cerveau commence à enfermer ses souvenirs. Mais je me souviens qu'une partie de moi se sentait spéciale. J'avais été introduit dans la cour royale. » Dès qu'une personne remettait en question les intentions de Larry dans leur tête, qui pensaient à leur nouveau mode de vie, ils se ramenaient à l'ordre en se disant « tout le monde semble penser que c'est vraiment bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi et qu'il faut que je me penche sur la question. » Fait que c'est un peu du gaslighting, c'est comme s'ils s'auto-gaslightaient. Et là, à la fin de l'été, Claudia et Daniel sont partis en échange étudiant en Angleterre, mais malgré qu'ils étaient sur un autre continent, l'emprise de Larry continuait à se faire ressentir et à leur retour, ils sont retournés directement avec le groupe. Avant de continuer, je dois vous expliquer un peu plus qui est Larry et c'est quoi son histoire. C'est un peu une longue introduction, là, mais ça permet de beaucoup mieux comprendre pourquoi ils sont restés là, pourquoi ils sont restés là-dedans par après. Donc, Larry Ray est né à Brooklyn en 1959, ce qui veut dire qu'il avait environ 50 ans en 2010 lorsque l'histoire a commencé. Dans les années 90 et début 2000, il était très près de plusieurs politiciens, militaires, entrepreneurs, bref, des personnes avec beaucoup de pouvoir. Mais une personne en particulier avec qui il était très proche, c'est Bernie Kerik, le commissaire du NYPD, la police de New York, à cette époque. Lui et Larry étaient meilleurs amis, ils se parlaient jusqu'à 5 fois par jour et Larry a même été le best man de Bernie Kerik à son mariage. Ça vous montre à quel point ils étaient proches. Et à leur rencontre, Larry s'était présenté comme un businessman. And come to realize in later years, I knew nothing. Un jour, Larry appelle Kerik pour lui dire qu'il y a un problème, que le FBI est à ses trousses et qu'ils veulent le poursuivre. Larry disait être innocent, il disait que les charges étaient basées sur rien. Mais le jour qu'il a été accusé, tous ses proches ont appris qu'il avait été lié au crime organisé dans une fraude boursière. En avril 2003, Larry a plaidé coupable et a été condamné à 5 ans de probation, fait qu'il n'a pas été en prison. Lorsqu'il a reçu sa sentence, le juge l'a accusé d'avoir manipulé la cour et lui a promis de lui donner une grosse peine s'il brisait sa probation. L'année suivante, sa femme a demandé le divorce et quelques mois après la demande de divorce, Teresa, son ex-femme, appelle la police et dit que Larry l'a frappée.
Lorsque la police est arrivée, Larry et Talia, âgés de 15 ans à ce moment-là, se sont mis à accuser Teresa de maltraitance infantile. Larry a donc obtenu temporairement la garde de Talia et pendant les mois qui ont suivi, plusieurs plaintes ont été faites anonymement disant que Teresa avait été physiquement et sexuellement abusive envers ses filles, parce que Talia avait une sœur. Talia s'est aussi mise à accuser son grand-père, son cousin et sa tante d'abus envers elle. Et à un certain point, Larry va créer un site web avec toutes les accusations d'abus faites par Teresa et les autres membres de sa famille. Puis sur le site web, on pouvait y retrouver des lettres écrites supposément par Talia racontant les abus qu'elle avait vécus. Mais le service de protection des enfants va déterminer que les accusations étaient non fondées. L'avocat de Teresa va demander une évaluation psychologique sur Larry qui va le qualifier d'impossible à évaluer parce qu'il est capable de manipuler et de contrôler presque toutes les situations dans lesquelles il se retrouve, y compris un entretien psychologique avec un examinateur médico-légal, quelle que soit l'expérience de ce dernier. Monsieur Ray est très bon dans ce qu'il fait, il peut être tout à fait charmant et on peut être désarmé par sa simplicité infantile et son sourire. Mais Mr. Ray n'est pas un enfant, c'est un homme calculateur, manipulateur et hostile. Le rapport s'est conclu en disant que Larry avait manipulé Talia à faire des fausses déclarations. La petite sœur de Talia de 4 ans s'est fait demander si sa mère l'avait déjà frappée et elle a répondu en riant « C'est ce que papa m'a dit de dire ». La cour va donc demander à Larry de rendre les enfants à Teresa, ce qu'il va refuser, et il va être accusé d'outrage et d'interférence dans la garde des enfants. Et comme il était en probation, il a été envoyé 6 mois en prison. Par contre, Talia a toujours continué de croire son père et elle a donc refusé de retourner vivre avec sa mère. Elle a vécu dans les centres jeunesse. Puis une personne proche de la famille dit de Talia qu'elle était le soldat de Larry, que c'est une personne très aimante et qu'elle est la plus grande victime de toutes. Alors que Larry était à son plus bas, prison, sans enfant, il s'est plongé dans une histoire de conspiration comme quoi tout était la faute de Bernie Kerik, son ancien meilleur ami. Comme quoi Teresa travaillait avec Kerik et qui faisait tout pour lui nuire. Il s'est aussi mis à raconter tout ça publiquement sur Internet, que tout ça c'était un coup monté contre lui, que cette sorte de conspiration impliquait Kerik alors qu'il était commissaire au NYPD. Et Larry s'est même mis à accuser plusieurs personnes, c'est allé jusqu'au vice-président et plusieurs autres personnes haut placées. Et c'est comme si tout ce qui se passait mal dans sa vie, pour lui, ça faisait partie de la conspiration. Tout avait été manipulé contre lui. En juin 2007, alors qu'il n'avait pas la garde de ses enfants, il aurait brisé sa probation en kidnappant sa fille. Il l'a pas vraiment kidnappé, mais c'est juste qu'il n'avait pas le droit de la voir. Et il se serait fait arrêter, accusé et envoyé 3 ans en prison. Au moment de son arrestation, Talia aurait crié « Corruption policière, tout ça est à cause de Bernard Kerik ». C'est justement en prison qu'il a rencontré quelqu'un qui va devenir son ami et qui va lui prêter une partie de son appartement à sa sortie, l'appartement de New York que je vous parlais au début de l'histoire. Son ami remarquait qu'il passait tout son temps avec des étudiants. Il venait le visiter des fois à l'appartement, puis là, il voyait qu'il y avait plein de jeunes dans son appartement, puis là, il lui a demandé pourquoi il perdait son temps précieux avec tous ces étudiants. Et Larry lui aurait répondu « Toi et moi, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais je suis en train de me construire une armée. » À l'automne, alors que Claudia et Daniel étaient en échange étudiant, ils sont tous retournés étudier à Sarah Lawrence, mais retournaient le soir vivre dans l'appartement de Larry. Ils vivaient donc plus sur le campus. À cette période complètement endoctrinée, Santos a présenté sa sœur Yalitza à Larry. Yalitza était étudiante à la prestigieuse Université de Columbia à ce moment-là, mais elle était dans une phase un peu plus difficile. Elle s'était pas fait d'amis à Columbia et se sentait un peu seule. Son frère s'est dit que Larry pouvait probablement l'aider puisqu'il avait tellement aidé lui et ses amis. Donc ça a commencé par quelques visites par-ci, par-là. Et sur place, Yalitza se sentait enfin compris et bien entourée. Chaque fois qu'elle allait les visiter, il y avait de la musique, les gens parlaient, s'amusaient, il y avait de la vie et elle sentait qu'elle faisait partie du groupe. Elle a donc décidé éventuellement d'emménager avec le groupe. C'est vers le printemps 2012 que le tout a réellement commencé à dégénérer. Larry prenait régulièrement de l'Adderall, un médicament prescrit pour les gens qui ont un TDAH, qu'il avait reçu sous prescription, et il valorisait beaucoup cette médication qui lui permettait de ne pas se sentir fatigué et de peu dormir.
Il influençait le groupe à avoir un mode de vie plus sain, une vision qui a beaucoup rejoint Claudia, mais qui s'est tournée en trouble alimentaire tellement qu'elle cherchait constamment à perdre du poids. Et Larry, qui prenait de l'Adderall, s'est mis à en donner un peu au groupe. Et comme je l'ai dit, un des effets secondaires, c'est l'insomnie. Et il leur disait qu'il leur donnait ce médicament-là pour les aider à être plus performants. À cette même époque, Larry s'est mis à accumuler de plus en plus de choses dans l'appartement, au point où ça devenait invivable, surtout au nombre de personnes qui étaient. C'était rendu complètement surchargé, et là, Larry se mettait à accuser les gens de briser les choses dans son appartement. Mais l'affaire, c'est que chaque fois que quelqu'un se faisait accuser, il n'y avait aucun souvenir d'avoir brisé quelque chose. Et là, Larry pouvait passer des heures à les interroger et à essayer de les faire avouer. Le mix de médicaments, de manque de sommeil et surtout la confiance qu'il avait envers Larry les amenait à confondre la réalité. Il se disait « Ça fait 1 an qu'on se connaît, il a toujours voulu notre bien, il a toujours travaillé pour nous aider, ses valeurs sont l'honnêteté, la responsabilité, on lui fait confiance. S'il dit qu'on a fait quelque chose de mal, ça doit être vrai, puis peut-être qu'on a juste oublié. » Et ensuite, il se disait qu'il était sûrement mieux d'avouer, même s'il n'avait pas de souvenir de quoi que ce soit. Et quand Larry acceptait les aveux et les excuses, c'était comme si automatiquement ce qu'il avait avoué était rendu vrai, et là, il passait à autre chose. Larry était toujours reconnaissant après qu'il ait pris leurs responsabilités, mais tu sais, juste avant, il n'y avait aucun souvenir de quoi que ce soit. Pour moi, c'est un peu comme si tu perds quelque chose, puis là, tu le cherches un peu partout, puis là, quelqu'un te dit « Ah, tu l'as pas mis à cet endroit-là, il me semble que je l'ai vu là. » Puis la personne, elle te convainc que peut-être l'objet est vraiment là. C'est pas la même affaire, mais juste pour vous donner une idée, des fois, on s'auto-convainc tellement de quelque chose que l'on se dit « Ah oui, c'est vrai, je dois l'avoir oublié à tel endroit, puis tout et tout. » Puis on n'est plus capable de distinguer, est-ce que ce que je m'imagine, je le crée de toutes pièces ou c'est réellement un souvenir? Est-ce que l'image que j'ai oubliée, mettons, ma veste au restaurant, je l'ai vraiment oubliée ou c'est moi qui me l'imagine dans ma tête? Fait que là, imaginez les conditions dans lesquelles il était avec le manque de sommeil, les médicaments et tout, puis se faire convaincre que oui, c'est eux qui ont brisé les objets. Il plonge un peu là-dedans, puis en plus, il avait confiance en Larry, fait on peut comprendre là, qu'ils se sont mis à douter de la réalité. Et là, je vous ai dit que Larry s'est mis à accumuler des choses. Eh bien, il s'est mis aussi à devenir passionné du travail du bois, donc ça l'a empiré. Il y avait encore plus d'outils, encore plus de machines, et même au point d'avoir un banc de scie dans l'appartement. Et tout devenait de plus en plus fragile aux yeux de Larry. Les accusations étaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus agressives. Ça devenait comme si quoi que le groupe faisait, c'était jamais bien, c'était toujours mal et c'était dans le but de nuire à Larry. Comme Santos sortait avec sa fille Talia, c'est lui qui en payait le plus le prix. Santos se faisait interroger par Larry devant tout le groupe qui restait soit en silence ou qui allait dans le même sens que Larry. Oh God. Why? Two. Wait, give me a hint or something. Can you, help me remember somehow, please? Et qu'il forçait un peu à avoir des aveux, puis Larry enregistrait toutes ses séances et surtout tous les aveux. Le problème, c'est que les aveux étaient inventés de toutes pièces, comme je vous disais, mais même Santos était plus capable de distinguer le vrai du faux. À la demande de Larry, Santos a dû envoyer par email une liste de tout ce qu'il avait brisé au fil du temps dans l'appartement. Évidemment, en l'envoyant par email, Larry avait une preuve de la dette. Au début, il avait envoyé une petite liste, mais à chaque fois, Larry renvoyait la liste et disait qu'il manquait des choses sans lui dire qu'est-ce qui manquait concrètement. Santos était tellement confus et perdu qu'il est allé jusqu'à lister tout ce avec quoi il avait pu entrer en contact dans l'appartement et avouer qu'il les avait brisés. La liste s'étendait sur 5 pages et le total était de 47 726 $. Santos avait clairement pas 50 000 $ pour rembourser Larry, mais il tenait à réparer ses erreurs, pensant que tout allait pouvoir redevenir comme avant. Il s'est donc tourné vers ses parents, menaçant de mettre fin à ses jours s'il l'aidait pas à rembourser Larry. Son père a essayé de venir voir de ses propres yeux les dommages et Larry lui bloquait complètement le passage. Par peur pour son fils, le père de Santos a commencé à verser de l'argent à Larry. Sa mère a vendu ses bijoux et Santos allait même jusqu'à demander des prêts de milliers de dollars à ses amis.
Mais Santos était pas le seul à vivre ça. Selon les jours, ça pouvait être d'autres membres du groupe, mais c'était rarement ou jamais le tour d'Isabella ou de Talia. Selon Larry, des actions comme graffiner une poêle ou briser une assiette, c'était une manifestation de traumatisme dans l'enfance. Il utilisait donc ces événements et ces sessions d'interrogation pour que les jeunes révèlent leur traumatisme du passé. Mais ce qu'on va finir par comprendre, c'est que ces traumatismes ne sont jamais vraiment arrivés et c'était Larry qui leur mettait dans la tête. À un certain point, Larry s'est aussi mis à croire que le groupe essayait de saboter son programme de croissance personnelle. Donc, lorsque ces événements arrivaient, Larry les forçait à avouer qu'ils essayaient de le saboter. Par exemple, Daniel se souvient avoir remis à Larry des lettres où il avait noté tout ce qu'il avait endommagé et il avait dû avouer que c'était dans le but de nuire à la famille de Larry. En repensant à tout ça, Daniel dit « Toute cette pression a été exercée sur nous tous pour que nous croyions que nous avions fait toutes ces choses terribles à lui et à sa famille. » Au fil du temps, Larry a collectionné des centaines de pages d'aveux, souvent avec une formulation presque identique. Et à force de faire ça et de se faire accuser par Larry, les jeunes se sont mis à reconstruire carrément leurs propres souvenirs pour se mouler aux accusations de Larry. Et ils n'étaient plus capables de distinguer le vrai du faux. Ça montre à quel point la manipulation psychologique était forte. Ensuite, il s'est mis à les forcer à faire des confessions filmées, comme quoi il travaillait conjointement avec Kerrick et d'autres policiers corrompus pour saboter Larry. Et c'est là qu'on fait un peu la boucle avec l'histoire que je vous ai parlé un peu plus tôt. Larry s'est mis à croire que certains membres du groupe, dans les jeunes, dans les étudiants, avaient été engagés par Kerrick. Mais dans les vidéos de ces soi-disant confessions, on peut les voir complètement épuisés et intimidés par Larry, parfois même au point de fondre en larmes. Fait clairement que ces aveux-là veulent rien dire. À cette même époque, c'est la deuxième sœur de Santos qui a fait la connaissance de Larry. Elle s'appelle Felicia, elle est graduée de Harvard et de Columbia en médecine et elle faisait sa résidence en psychiatrie à Los Angeles. Et oui, elle aussi s'est fait prendre dans les filets de Larry. En visite chez ses parents à New York, elle en a profité pour aller souper avec son frère Santos et sa sœur Yalitza, qui eux ont amené Larry avec eux. Felicia raconte avoir eu le coup de foudre dès la première soirée et que c'était la même chose pour Larry. Ils ont connecté intellectuellement sur plein de sujets et se sont retrouvés finalement dans une relation à distance quand elle est retournée à Los Angeles. Ils s'appelaient régulièrement, se voyaient de temps en temps, s'envoyaient des cadeaux. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un jour, Larry l'appelle et lui fait comprendre qu'elle est en danger et que des gens sont après elle et lui veulent du mal. Pourquoi? Parce qu'elle est la copine de Larry. Il lui explique que le gouvernement et Kerrick lui veulent du mal et qu'il essaie de s'en prendre à ceux qui sont importants pour lui. À force de se faire dire ça, elle va devenir paranoïaque, elle va interpréter des signes et elle sera plus capable de faire confiance à personne. Le manque de sommeil en travaillant comme médecin combiné avec les théories de Larry vont faire en sorte qu'elle va réellement se sentir en danger et va se mettre à imaginer plein de choses. Elle va aussi se mettre elle-même à blâmer Kerrick et même croire que ses propres parents sont impliqués et veulent la tuer ou la faire tuer. Et elle dit qu'elle pouvait pas aller à la police parce que Kerrick fait partie de la police. Felicia va donc abandonner sa résidence en médecine et va déménager un peu en panique avec Larry et les autres. Ayant les 3 frères et sœurs sous son aile, Larry va les convaincre que leur père était un vendeur de drogue et qu'il les avait abusés lorsqu'ils étaient jeunes. Et là, il va vraiment réussir à isoler ces 3-là de leur famille. Au fil du temps, les parents de Santos, Yalitza et Felicia vont tellement se faire demander d'argent par leur enfant, argent à donner à Larry pour les faux dommages qu'il aurait faits, qui vont même aller jusqu'à vendre leur maison, leur voiture et même emprunter plus de 300 000 $ pour rembourser Larry. Ils vont aussi se rendre 3 fois au poste de police de leur quartier pour raconter leur histoire, mais ils vont se faire répondre qu'ils ne pouvaient rien faire parce que leur enfant avait plus de 18 ans. Autour de l'hiver 2012-2013, la relation des parents-enfants des étudiants s'effritait de plus en plus. Ça fait partie des stratégies de contrôle d'isoler les personnes. Puis dans le cas de Daniel, son père a essayé à plusieurs reprises de garder contact avec lui. Il lui envoyait des emails disant « Je n'arrive pas à te joindre, qu'est-ce qui a changé? Je comprends pas. Cela semble se produire que lorsque tu es chez Larry, mais je n'arrive pas à comprendre. Es-tu en transe? Fais-tu des drogues? » Mais en même temps, son père ne prenait pas plus d'action et il ne poussait pas plus que ça parce qu'il savait que leur fils risquait de couper les ponts s'il était trop direct.
Et en repensant à tout ça, Daniel en veut pas à ses parents. Il dit « Rien ne pouvait me dissuader. Ils avaient peur à juste titre et je leur ai fait comprendre, que ce soit par mes paroles ou par mes actes, que s'ils n'étaient pas d'accord avec Larry, je cesserais tout simplement de leur parler. D'une certaine manière, c'est la chose la plus dangereuse. Vous pourriez tout simplement perdre le contact et n'avoir absolument aucune bouée de sauvetage. » Larry se serait mis à s'en prendre à Daniel parce qu'il l'accusait d'être la raison pour laquelle Talia, sa fille, avait dépassé la date limite d'inscription pour Stanford. Il l'accusait d'avoir saboté le plan de sa fille en la distrayant. Daniel a continué de nier d'avoir saboté quoi que ce soit, ce qui a clairement pas plu à Larry, qui a fabriqué carrément un outil de torture et qui l'a utilisé sur lui. À ce moment-là, Daniel voulait mettre fin à ses jours, mais a réussi à trouver le courage pour quitter. Il a fait ses valises et il a quitté l'appartement pour de bon. Il a arrêté de répondre aux appels des gens qui étaient encore avec Larry. Et quelques années plus tard, Daniel va écrire un livre sur son histoire. Le livre s'appelle Slonim Wood 9. C'est le nom du dortoir sur le campus de Sarah Lawrence où que tout a commencé. Fait que bref, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de Daniel, vous pouvez aller lire son livre. Et là, peu de temps après le départ de Daniel, Santos a été mis en arrêt de l'école à cause de sa santé mentale, ce qui l'a pas vraiment aidé parce qu'il s'est mis à être 100% de son temps dans l'appartement de Larry. Okay, there's nothing that you want to say on your own behalf? No, I don't have anything to say besides that. Santos, did you come forward with everything? No, impossible. Like, no way. Like, Okay, then, Santos, take a breath. There's no reason for you to be upset like this. There really isn't. Santos, why did you do this thing? I didn't want to do anything. Et malheureusement, l'exemple de violence que je vous ai décrit, c'est pas la seule fois que Larry avait été violent. Selon les témoignages, il avait aussi été violent avec Santos. Au printemps 2013, il restait dans le groupe Isabella, Claudia, Santos et ses deux sœurs Felicia et Yalitza. Ceux qui étaient encore à Sarah Lawrence College ont gradué et ils sont tous partis ensemble aménager dans une maison en Caroline du Nord qui appartenait au beau-père de Larry. Larry avait comme projet de rénover l'endroit comme cadeau pour son beau-père. Et pendant cet été, il les a forcés à rénover la maison, peu importe les conditions, à toutes les heures du jour ou de la nuit, et il mettait même un cadenas sur le frigidaire pour contrôler la nourriture. À ce moment, il consommait environ 120 mg d'Adderall par jour et ne dormait presque jamais. Et c'était pas des petites rénovations, là. Il refaisait le terrassement et si le résultat était pas à son goût, fallait tout recommencer. Everyone and everything. I want that fucking shit cleaned up in the pole barn. Évidemment, ils commençaient tous à craquer à cause de l'abus et développaient carrément des troubles de santé mentale. Felicia est pratiquement retournée au stade de l'enfance. Elle le dit elle-même. À un certain point, Larry s'est mis à avoir des genres de rash ou des plaies sur le corps qui est apparu, puis ça guérissait pas. C'est Yalitza qui a été blâmée et accusée. Et à force de se faire accuser, de se faire remettre en question, elle s'est mise à avouer qu'elle a essayé d'empoisonner Larry. Et là, je veux juste préciser que c'est pas vrai, mais c'est l'explication logique à laquelle ils sont venus tous ensemble dans leur paranoïa. Et là, ça s'est transformé comme quoi elle avait aussi essayé d'empoisonner sa sœur Felicia et que tout ça, ça venait d'une ordre de ses parents. Et là, il se créait toute une narrative qui se liait à l'histoire de conspiration. Claudia va elle aussi se faire accuser d'avoir empoisonné le groupe et Larry. Il va tout avoir une grosse conspiration comme quoi Claudia et Yalitza faisaient ça à la demande de leurs parents qui étaient genre des agents de Kerrick. Yalitza et Claudia vont elles-mêmes se créer des souvenirs comme quoi elles ont rencontré Kerrick et que leurs parents étaient amis avec Kerrick. Tout ça, c'était comme créé pour essayer de justifier l'histoire, la narration pour la conspiration. Et ils vont vraiment croire pour vrai de vrai qu'ils étaient des agents de Kerrick pour nuire à Larry.
Fait que là, Larry va leur demander de l'argent pour compenser les dommages causés par l'empoisonnement et pour compenser les dommages causés sur la maison, parce qu'il les accusait aussi d'avoir fait des dommages sur la maison. Et il demandait tellement des gros montants que Claudia va commencer à être escorte pour faire assez d'argent pour rembourser Larry. Sur le site qui affichait ses services, elle demandait 8 000 $ la nuit et donnait pratiquement tous ses profits à Larry. En mode survie, Yalitza va finalement s'enfuir de la maison pendant une soirée. Il va prendre un train de nuit jusqu'à New York et elle ne va plus jamais revenir en arrière. Peu de temps après, Santos aussi va s'enfuir. Là, c'est un peu flou pour moi à quel moment ils ont quitté la maison en Caroline du Nord, mais à un certain point, ils seraient retournés dans l'appartement à New York. Et en 2014, l'ami de Larry, le propriétaire de l'appartement, va décider de l'évincer. Il dit qu'il a été complètement troublé par le comportement de Larry et en plus, c'était son appartement à la base et Larry l'avait pris avec le groupe de jeunes adultes et en réponse à ça, Larry va décider de le poursuivre et là, le tout est allé en cours en 2015. Pendant le procès, Claudia, Isabella et Yalitza vont témoigner et ce qu'ils vont dire, c'est assez troublant et insensé. Vous allez voir à quel point Larry a été capable de jouer sur leurs souvenirs. Donc, on va commencer par Claudia. Elle va dire que la première fois qu'elle a entendu le nom de Larry, elle avait 9 ans. Et ensuite, elle va enchaîner sur une longue histoire de conspiration qui dure depuis 3 générations dans sa famille, qu'elle se souvient avoir entendu son grand-père parler contre Larry et qu'elle sait que Kerrick était impliqué là-dedans, que la mère de Larry avait contacté sa propre mère pour l'envoyer à Sarah Lawrence dans le but de blesser Larry et Talia. Il a continué en disant que pendant qu'elle était à Sarah Lawrence, sa famille recevait de l'argent de Kerrick et Kerrick avait ordonné à Claudia d'empoisonner Larry avec de l'arsenic, du mercure et d'autres produits. Yalitza va aller dans le même sens que Claudia, disant que ses parents aussi l'avaient forcé à empoisonner Larry et va exposer la même histoire de conspiration. Elles vont dire que Larry est une bonne personne et qu'il regrette leurs actions. Yalitza va aussi raconter à quel point elle a des remords. Elle dit « Je suis retournée à l'hôpital en décembre 2013 pour une nouvelle tentative de suicide. C'était ma 3e tentative. Je me sentais mal à propos de tout ce que je faisais à Larry. » Mais tout ce qu'elle faisait, c'était même pas vrai, là. C'était inventé. Mais c'est fou, là, parce qu'elle a essayé de se suicider à plusieurs reprises alors que tout ça, c'était inventé. Elle avait jamais empoisonné. Et là, évidemment, Kerrick niait toute implication dans cette conspiration. Il dit que Larry Ray, c'est un escroc psychotique qui a fait des victimes parmi tous ses amis et que ça fait plus de 20 ans qu'il n'a pas entendu parler de lui, mais que son règne de terreur se poursuit. Bref, je suis pas certaine de comprendre pourquoi tout ça est ressorti dans le procès pour l'appartement, mais bon, le propriétaire de l'appartement va gagner le procès. Par contre, ça prendra environ une autre année pour que Larry et le groupe quittent finalement l'appartement. Larry était tellement persuadé de cette conspiration contre lui et voulait l'exposer au grand jour. Il a donc fait, un peu comme je vous ai parlé plus tôt, un site web contenant tous les aveux et surtout les aveux de Claudia. Il y avait des photos, des lettres qu'elle a écrites, des enregistrements audio, des vidéos. Par exemple, on pouvait y retrouver cette déclaration de Claudia qui disait « J'empoisonnais Talia au moins une fois par jour et je m'assurais que tout son réfrigérateur était empoisonné. Je mettais du mercure sur sa brosse à dents. J'ai commencé à dormir dans sa chambre de plus en plus souvent pour atteindre cet objectif. J'ai aussi mis de l'arsenic et du mercure dans ses sous-vêtements. » Éventuellement, des anciens camarades de classe de Sarah Lawrence vont tomber sur ce site qui, d'apparence, avait été fait par Claudia. On y retrouvait des confessions comme quoi elle aurait aussi empoisonné ses camarades de classe à Sarah Lawrence avec du mercure. Les anciens élèves se sont rapidement tous envoyés le site et paniquaient. Ils pensaient qu'ils s'étaient réellement fait empoisonner par Claudia. Et c'est là que Raven, l'ex de Daniel, que je vous parlais au début, et Max, un des colocs du dortoir, vont se retrouver et vont décider d'investiguer sur cette histoire. C'est là qu'ils vont tomber sur un site d'escorte où on pouvait retrouver les services de Claudia sous un pseudonyme. C'est vraiment à ce moment-là qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui avait commencé il y a environ 5 ans avec Larry et qui avait complètement dégénéré. Ils ont décidé de contacter le département Homeland Security qui se spécialise dans le trafic humain sexuel et ils se sont fait rire au visage. Pour eux, c'était trop étrange et incroyable comme histoire pour être vrai. Ils croyaient même que Raven et Max étaient eux-mêmes des conspirationnistes.
Mais ça va pas les arrêter. Ils vont rentrer en contact avec un ancien camarade de classe appelé Ezra Marcus, qui travaillait comme journaliste à la Page à cette époque, et ils vont lui proposer d'écrire un article sur le sujet. Il va lancer son idée d'article au New York Magazine, qui va publier l'histoire sous le nom Lara Ray et les enfants volés de Sarah Lawrence en avril 2019. Au travers de leur enquête, ils ont découvert que le vrai nom de Larry, c'était pas Ray, mais bien Greco, que les Marines avaient aucune trace de lui dans leur banque de données. Il avait été en fait seulement 19 jours dans les Air Force en 1981. Par contre, grâce à ses talents de communication et de manipulation, il s'était réellement rapproché de plusieurs personnes de pouvoir, dont Bernard Kerik, avec qui il était devenu meilleur ami pendant un certain temps. Quand l'article va sortir, ça va donner un gros coup de poing en plein visage, mais ça va être aussi une forme de soulagement. Santos, Daniel, Yalitza et Claudia vont pour la première fois prendre conscience qu'ils avaient fait partie d'une secte et ils vont prendre conscience de toute la manipulation qu'ils ont vécue. Et c'est grâce à cet article que la police va finalement prendre au sérieux toute cette histoire. Larry Ray sera arrêté au début de l'année 2020, soit moins d'un an plus tard, dans une maison à Piscataway, au New Jersey. Il habitait là-bas avec Isabella et Felicia depuis leur éviction à New York. Il va être accusé de plusieurs chefs d'accusation. Malgré son arrestation, Isabella et Felicia vont continuer de croire et de soutenir Larry. Je pense qu'à ce point-là, ça faisait 10 ans pour Isabella et presque 7 ans, je crois, pour Felicia. Donc, on peut comprendre qu'ils étaient vraiment creux dans leurs croyances. Isabella va parler publiquement pour dire que cette arrestation est injuste, qu'elle est désolée qu'il y ait à vivre ça et que peu importe ce qui arrive, elle ne va pas s'égarer de la vérité. And tell him that no matter what happens or doesn't happen, in no way am I straying from the truth. Le procès va avoir duré 3 semaines pendant lesquelles les victimes vont témoigner de la violence, du contrôle psychologique, de la prostitution forcée et du travail forcé qu'ils ont vécu. Les procureurs avaient 15 térabytes de données en preuve au travers de disques durs, de téléphones et d'ordinateurs. Et là, si les térabytes, ça vous dit pas grand-chose, c'est l'équivalent de 15 000 gigs de données. En comparaison, sur mon cellulaire, j'en ai 256. Et tu sais, je vous disais que Larry enregistrait tout, eh bien, ça va lui nuire finalement. Et juste pour vous donner une idée, ils ont recueilli plus de 150 000 fichiers audio de conversation. Au travers du procès, ils vont aussi beaucoup parler du cas de Claudia et du fait qu'elle a dû être escorte pour payer Larry. Ils vont ressortir entre autres qu'elle a eu au total 112 clients et qu'en plus de se prostituer, Claudia vivait constamment dans la peur que Larry allait partager des photos d'elle sans vêtements ou partager ses confessions ou la liste de tous ses clients pour qui elle avait travaillé. Elle voyait en moyenne 3 clients par jour et chargeait 2000 $ de l'heure. Et au total, il est estimé qu'elle a donné plus de 2,5 millions de dollars à Larry. Il la forçait aussi en plus à perdre du poids de plus en plus pour pouvoir charger de plus en plus cher au point où elle a, comme je disais, développé un trouble alimentaire. Au moment de son arrestation, Claudia était plus sous l'emprise de Larry. En fait, elle était réentrée en contact avec un ancien employeur qui s'était éloigné d'elle quand elle lui avait demandé 500 000 $. Et là, je ne sais pas trop pourquoi il l'a recontactée, peut-être qu'il s'inquiétait pour elle. Donc, son ancien employeur va lui payer un billet de train pour qu'elle quitte la ville. Elle a fermé son téléphone, elle est partie sans rien, sans valise, et c'est comme ça qu'elle a pu s'en sortir. Mais même si elle s'en est sortie, c'est vraiment lorsque l'article est sorti qu'elle a compris toute la manipulation qu'elle avait vécue. Parce qu'encore là, elle s'était enfuie, mais croyait qu'elle était une mauvaise personne au fond d'elle et croyait qu'elle avait réellement empoisonné des gens. Pour son procès, la défense de Larry se concentrait sur le fait que Larry croyait vraiment qu'il se faisait empoisonner, qu'il croyait vraiment les aveux qu'il entendait, ce à quoi les procureurs ont répondu « Il importe peu que l'accusé ait cru que ses victimes lui faisaient du mal, car personne n'a le droit d'utiliser la force, de menacer d'utiliser la force, de faire preuve de force pour obtenir de l'argent, même s'il y a droit. » T'sais, imaginez là, si les banques faisaient ça. Larry Ray a aussi été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité narcissique et un trouble de la personnalité histrionique. Il y aurait aussi des caractéristiques qui suggèrent le trouble de Munchausen. Je connais pas ça, alors je suis allée chercher et ça dit que le syndrome de Munchausen constitue un trouble psychologique où le sujet simule ou provoque volontairement des symptômes physiques ou psychiques sur eux-mêmes. Fait que ça fait vraiment penser au rash, au
aux petites plaies que Larry avait supposément développées suivant l'empoisonnement. Je vous rappelle aussi que dans une évaluation psychologique qui avait été faite en 2005 pour le procès entre Larry et la mère de Talia sur sa garde, il était ressorti il est capable de manipuler et de contrôler presque toutes les situations dans lesquelles il se trouve, y compris un entretien psychologique avec un examinateur médico-légal. M. Ray est très bon dans ce qu'il fait, mais M. Ray n'est pas un enfant, c'est un homme calculateur, manipulateur et hostile. En avril 2022, Larry Ray a officiellement été déclaré coupable de 15 chefs d'accusation et sa sentence sera déclarée le 20 janvier 2023, fait il n'y a pas si longtemps que ça, et il devra faire 60 ans de prison sans possibilité de libération. Je vous disais qu'Isabella était toujours avec Larry lors de son arrestation, eh bien, elle va aussi être considérée comme co-conspirateur, donc complice en mars 2021. Malgré que les procureurs la considèrent comme une victime, ils considèrent aussi qu'elle était une participante volontaire. Suivant cette accusation, elle va avoir le choix de coopérer avec la police et éviter des poursuites, ou ne pas coopérer, puisqu'elle croit fondamentalement que Larry est non coupable, et risquer la prison à vie comme Larry. La raison pourquoi Isabella a été ciblée et pas Félicia, ben c'est entre autres parce que c'est elle qui était responsable d'aller chercher l'argent que Claudia faisait en se prostituant. Donc, les 4 chefs d'accusation envers Isabella, c'était extorsion, trafic sexuel et blanchiment d'argent. Isabella a été évaluée psychologiquement pour voir si elle était apte à subir son procès. Lorsque la réponse a été positive, son avocat s'est retiré du cas. Elle s'est donc fait attitrer un nouvel avocat. Elle va finalement plaider coupable pour le chef d'accusation de blanchiment d'argent et va publiquement condamner Larry pour la première fois. Dans une lettre écrite à la cour, elle dit « Je reconnais maintenant que Lawrence ne m'a pas seulement fait du mal, mais qu'il m'a utilisé d'une manière qui a causé du tort à d'autres personnes. Aux autres victimes, je suis profondément désolée. » Elle sera finalement condamnée à 4 ans et demi de prison en février 2023. Du côté de Félicia, elle aussi a continué à croire Larry, même après son arrestation. Elle a continué de vivre avec Isabella un certain temps et travailler à la défense de Larry. Puis à un certain point, son avocat lui a recommandé de déménager et de vivre seule en lui disant que ça serait mieux pour son cas. Et c'est à force de vivre seule qu'elle s'est mise à avoir des doutes et à avoir des souvenirs qui refaisaient surface. Probablement aussi qu'elle dormait mieux, elle prenait plus d'Adderall, mais elle dit qu'elle était toujours pas capable de distinguer le vrai du faux. Et elle continuait d'avoir peur de ses parents, mais elle commençait quand même à avoir une ouverture à reconnecter avec son frère et sa sœur. C'est après plusieurs mois qu'elle a pris conscience que Larry utilisait ses souvenirs pour les manipuler et les tourner à son avantage. Elle a commencé à s'en rendre compte lorsqu'elle repensait à un souvenir et entendait la narration de Larry dans sa tête. C'est comme ça qu'elle s'est mise à distinguer le vrai du faux. Autant Félicia que Santos et Yalitza, aucun des 3 avait reparlé à leurs parents depuis 2013. Santos, de son côté, avait été dans un hôpital psychiatrique un certain temps et était devenu sans-abri par la suite, pendant un certain temps aussi. À un certain point, Félicia a suffisamment cheminé pour ne plus avoir peur de ses parents. Elle a réussi à retrouver Santos et sa sœur Yalitza, et ils apprennent maintenant à reconnecter et à passer au travers de ce traumatisme ensemble. Plus d'une décennie plus tard, justice a été rendue, mais la question que je me pose, c'est: pensez-vous que Larry a tout fait ça en connaissance de cause, qu'il savait qu'il n'avait pas réellement été empoisonné, ou pensez-vous que lui aussi était paranoïaque? On dirait que je suis vraiment ambiguë, mais je suis contente de voir que tout le monde semble avoir pris conscience que tout ça, c'était une grande manipulation. Il y a juste Isabella que je suis pas 100% certaine qu'elle a réellement réalisé que Larry la manipulait, parce qu'elle aurait très bien pu dire ça simplement pour avoir une sentence plus légère. Mais j'espère vraiment pour elle qu'elle va s'en rendre compte. Bref, que pensez-vous de tout ça? On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous recommande aussi d'aller voir ma dernière vidéo sur l'histoire de l'ancien militaire ukrainien qui a été reçu et honoré au Parlement et qui a plongé le Canada dans l'embarras. Je vous mets la vidéo juste ici et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!